Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Santé sexuelle de la reproduction, quand vous entendez les jeunes scolarisés, non scolarisés, déscolarisés, qu'ils soient dans le milieu scolaire formel ou informel, dans les centres d'apprentissage, vous comprenez, quand vous les entendez parler, qu'ils comprennent de travers cette expression santé sexuelle de reproduction. Et quand généralement vous avez une mauvaise compréhension d'un concept, cela vous pousse à poser des actes d'ignorance et malheureusement les conséquences sont dramatiques. On entend parler des maladies sexuellement transmises par là, on entend parler de taux exponentiels de grossesse par ici et par là. Eh bien, c'est de tout cela que nous allons parler. Quelle est la bonne compréhension que les jeunes scolarisés, non scolarisés, déscolarisés, dans les centres d'apprentissage doivent comprendre de la santé sexuelle de reproduction? Eh bien, c'est de tout cela que nous allons parler au cours de cette émission avec une personne ressource qui s'y connaît dans le domaine, que nous allons vous présenter après ce jingle. Débat thématique, c'est dans un instant. Nous avons pour invité Dr Yvette Kelem. Docteur, bonsoir. Bonsoir Marcel. Vous venez de Plan International Togo et vous êtes conseillère en santé sexuelle de reproduction, n'est-ce pas? Alors, on avait voulu sur le plateau que vous soyez avec un représentant du ministère pour voir qu'est-ce qui est en train de se faire au niveau des programmes et autres, mais à la dernière minute, il a eu un empêchement. Vous allez pouvoir répondre à toutes les questions, même à sa place, puisque Plan International travaille en collaboration avec tous les ministères qui gèrent ce volet de la santé sexuelle des jeunes et autres, etc. Alors, comme je l'ai dit dans mon introduction, lorsque vous entendez les jeunes parler de la santé sexuelle de reproduction, la SSR, ils comprennent autrement. C'est pour ça que nous avons voulu que vous apportez la lumière sur cette expression et toutes ses implications et voir à la suite dans des questions qui vont être posées, eh bien, quelle est la contribution que votre institution Plan International Togo apporte pour aider les jeunes, pour éclairer de toute façon la lanterne afin que les jeunes puissent agir en responsable. Alors, la toute première question, santé sexuelle de reproduction, qu'est-ce qu'il faut y entendre? Pour aborder la santé sexuelle de la reproduction, je dirais qu'il s'agit de deux notions qui se complètent, notamment la santé sexuelle qui va désigner un état de bien-être aussi bien physique, mental et émotionnel, qui concerne tout ce qui est de la sexualité et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie. La santé de la reproduction, elle aussi, va être un état de bien-être, comme nous l'avons dit, de bien-être. Quand on parle de bien-être, que ce soit physique, moral, émotionnel, social, de tout autour de soi, et qui concerne la personne humaine, notamment tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions, son fonctionnement, et ne doit pas seulement se limiter à tout ce qui est maladie. Donc, ainsi pris, si nous voulons parler de la santé sexuelle de la reproduction, nous allons l'aborder dans un aspect positif de bien-être surtout. Et qui dit bien-être va parler de la place que les relations, aussi bien les relations interhumaines que toutes sortes de relations aura dans le plaisir de l'être humain, notamment est-ce que je me sens bien avec telle ou telle personne? Est-ce que je suis en confiance en étant à côté de telle ou telle personne? Est-ce que je suis en mesure de m'exprimer, d'exprimer tout ce que j'ai comme crainte par rapport à mon corps, par rapport à ce que je pense des relations humaines, des relations que je vois tout autour de moi? Est-ce que je suis en mesure de pouvoir dire oui ou non à quelque chose? Et tout cela, ça doit impliquer ma capacité, les capacités de chaque apprenant et chaque personne à pouvoir prendre des décisions et communiquer et s'affirmer. Donc, pour pouvoir jouir d'une bonne santé sexuelle et de la reproduction, il faut être en mesure de réaliser un certain nombre de droits. Et ces droits sont inhérents au fait que je suis une personne,
que j'existe, que j'ai le droit d'être respectée et de respecter tous ceux qui sont autour de moi, de bénéficier aussi du respect de ma vie privée, d'être en mesure et d'être capable de faire librement des choix sans être sous contrainte, sans avoir peur d'être rejeté par les autres amis ou sans avoir peur d'être rejeté par la famille, et décider si je veux à ce stade, à ce moment ou non, être sexuellement actif ou rester abstinent. Et si je fais un choix, est-ce que cela est en alignement avec ce que je crois de moi-même, mes convictions religieuses, les projets que j'ai pour moi aujourd'hui et les projets que j'ai pour moi dans le futur? Est-ce que je suis en mesure ou bien j'ai la capacité aujourd'hui de choisir avec qui je peux être, qui peuvent être mes amis, qui peut être mon partenaire? Et si je décide de m'engager dans une certaine relation, est-ce que j'ai toutes les informations qu'il faut pour m'assurer que je suis dans une relation qui ne va pas nuire à mon bien-être et à mon avenir, et que j'ai toutes les informations, tous les moyens qu'il faut pour me protéger, protéger l'autre, protéger ma famille, protéger mes amis. Et quand je suis par rapport à mes objectifs, est-ce que aujourd'hui je me sens prêt à rentrer dans une relation ou à me marier? Et si je ne le suis, je veux l'être, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut pour faire ce choix? Et quand je décide de me marier, est-ce que j'ai toutes les informations, tous les moyens qu'il faut, si je veux avoir des enfants ou pas? Si ça doit être aujourd'hui ou si ça peut attendre encore un peu parce que j'ai des objectifs à atteindre, que je me suis fixé un certain nombre de choses. Et tout cela doit pouvoir être discuté. Et il faut donc pour cela avoir tout un tas d'informations et tout un tas de capacités ou bien de compétences, s'il faut le dire ainsi, pour pouvoir décider librement, faire des choix et tous les services, toutes les informations qu'il faut pour se faire accompagner dans les choix qu'on aura faits. Merci. Et rester en bonne santé. Et comme on l'a dit, pas seulement éviter les maladies, mais se sentir bien, entièrement bien dans sa peau, dans sa tête, et bien parce que on se développe et on s'épanouit. C'est ça. Alors, chers jeunes, vous comprenez que nous avons bien dit que ce numéro de la santé portant sur la santé sexuelle de reproduction est adressé à vous particulièrement, les jeunes, que vous soyez dans les centres d'apprentissage, que vous soyez à l'école. Donc vous avez intérêt à suivre avec beaucoup d'attention les éclaircissements qu'est en train de donner notre invité et les premières informations ou les premières clarifications qu'elle est en train de donner montrent me donne raison, parce que c'est moi qui ai constaté, après avoir discuté avec certains d'entre vous, que vous avez une mauvaise compréhension de la santé sexuelle de la reproduction et ça vous amène à poser des actes malheureusement qui sont préjudiciables à votre bien-être. Alors, docteur, au vu de ce que vous avez expliqué, il n'y a que les jeunes doivent avoir des informations de qualité. Oui, des informations de qualité, parce que j'ai bien aimé le thème que vous avez utilisé, l'approche positive de la SSR. Parce que eux, les jeunes, ils ont une approche négative. C'est l'approche négative qui les pousse à aller faire ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ils ont une approche, c'est l'approche positive. Donc, ils ont besoin de formation, ils ont besoin de services, ils ont besoin que les porteurs d'obligations mettent autour de tout un arsenal pour les encadrer, pour les informer, pour les former et pour les amener à jouir effectivement d'une santé positive. Alors, on va aller pas à pas. Okay. Où est-ce qu'ils peuvent trouver ces informations? Où est-ce qu'ils peuvent faire toutes ces formations? Et comment votre institution aussi contribue aux côtés des acteurs étatiques à pouvoir disponibiliser les informations et aider les jeunes véritablement à poser des actes, disons, responsables en ce qui concerne la gestion de leur santé sexuelle? Si nous voulons répondre à cette question, nous allons dire que la santé, il est nécessaire d'adopter des habitudes
saine et de comprendre comment se maintenir en bonne santé dès le plus jeune âge. Donc, dès même la petite enfance, on apprend déjà à l'enfant que pour rester en bonne santé, il faut se laver les mains. Donc, et quand il commence par grandir, concernant la santé sexuelle de la reproduction, à l'adolescence, il y aura tout un phénomène, tout un ensemble de phénomènes qui vont porter aussi bien physiologiques, émotionnels que physiques, qui vont porter autour de la puberté et qui vont enclencher un certain nombre de désirs et de préoccupations qui vont commencer par changer, notamment la notion de vouloir être porté vers l'autre, de vouloir avoir des amis très proches de soi et de pouvoir avoir un regard sur l'autre sexe, que l'on soit fille ou garçon. Mais il est important de comprendre que tous ces changements en aucun cas n'obligent à vouloir entrer dans une relation sexuelle. C'est des changements physiologiques, c'est normal, c'est inhérent à tout être humain, mais ça ne veut pas encore dire que l'on devrait rentrer dans une relation sexuelle. Et c'est justement parce que les jeunes ignorent que ce n'est pas comme ça les choses se passent qu'ils tombent malheureusement dans les bras du premier venu et ils veulent essayer ce qui devrait logiquement retarder. On continue. Il est donc important qu'un certain nombre de choses soient fixées dès la petite enfance. Fixées par qui? Par les parents, par l'école, etc. Tu as déjà abordé le côté de l'école et je profite pour dire qu'on devait avoir sur le plateau un représentant du ministère, mais à la dernière minute il a eu un empêchement, ça qui a fait qu'il n'a pas pu répondre, mais on espère qu'il y aura un autre numéro dans lequel le ministère viendra nous dire tout ce qui est en train de se faire depuis le préscolaire jusqu'au lycée pour former les enfants sur la santé sexuelle de reproduction. Madame, on évolue. Quand nous prenons au niveau de... Moi, je dirais que l'information, les jeunes peuvent la trouver à différents niveaux et surtout dans tous les milieux socio-éducatifs. Quand nous prenons par exemple au niveau de la maison, de la famille, c'est les parents qui sont les premiers éducateurs. Et en tant que tels, c'est les parents qui transmettent les valeurs et un certain nombre de valeurs comme l'honnêteté, le respect de soi, le respect de l'autre dans une relation. Comment est-ce qu'il faut gérer les relations à la maison sans qu'il y ait de la violence autour de soi. Et c'est aussi le parent qui donne les premiers soins. Donc c'est aux parents de pouvoir expliquer aussi à l'enfant dès le départ qu'il y a des limites, un certain nombre de limites qu'il faut se fixer par rapport à son corps. Il y a telle partie par exemple qui doit être une partie que je ne dois pas laisser quelqu'un d'autre toucher sans mon accord. Donc, qui peut fixer des limites, apprendre déjà à l'enfant, quand tu as certaines émotions, tu te sens triste, tu ne te sens pas bien dans la peau, comment il faut l'exprimer et comment il faut le dire. Donc, si on a des craintes, il faut déjà les avouer. Donc, lorsqu'au niveau de la famille, il s'agit pour les parents d'avoir une bonne communication avec les enfants, d'établir déjà une relation de confiance où l'enfant se sent à l'aise de pouvoir s'exprimer, de dire certaines de ses craintes, de ramener même et de discuter avec le parent de certaines informations qu'il reçoit dehors et qui seraient peut-être contraires qui serait contraire à ce qu'on lui a appris à la maison. C'est déjà un point de départ. Alors, avant que vous n'évoluiez, eh bien, il se trouve aujourd'hui que malgré tout le travail que le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation fait à l'endroit de tous les acteurs et les parents, en les informant de ne pas faire du sujet de la santé sexuelle de la reproduction un sujet tabou, il y en a encore qui continuent. Alors, comment vous expliquez ça? Et pourtant, l'information est disponible, comme vous le dites. Oui, l'information est disponible, mais je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui pourraient expliquer cette situation. Encore certaines pesanteurs. Nous venons nous-mêmes d'une génération où on n'en parlait pas facilement. Donc, où tout ce qui est sexualité, c'est dans le cadre de la pudeur, c'est dans le cadre du secret et on n'en parle pas ouvertement. Donc,
on peut comprendre que certains parents eux-mêmes ne soient pas à l'aise de pouvoir aborder ces sujets avec les enfants. Et il y a aussi un certain nombre de pesanteurs et de croyances, étant donné que nous-mêmes, nous sommes le produit de tout ce que nous avons reçu et de tout ce que notre société a véhiculé comme message, comme croyance et comme norme. On se retrouve, il y a certains parents qui se retrouvent dans une situation où il y a des informations ou une éducation qu'ils ont reçue et pendant que maintenant on demande de pouvoir en parler ouvertement. Mais là, ce que je pourrais ajouter, c'est que si on n'en parle pas en tant que parents, c'est que de plus en plus, les enfants sont surexposés, si je peux le dire ainsi. Dans ce monde numérique, à la sexualité, s'il faut le dire, par rapport à la télé, par rapport aux réseaux sociaux et tout ce qui nous entoure et toutes les discussions. Je peux donner par exemple l'exemple d'une adolescente qui vient de rentrer au collège et qui a ramené l'information à ses parents en disant « Ah, dans la classe, les autres disent que ils comprennent pas pourquoi moi, elle peut dire qu'elle n'est pas encore amoureuse. C'est comme si elle n'est pas normale. » Donc, il y a toutes ces discussions autour de soi, toutes ces images auxquelles les enfants sont exposés, les réseaux sociaux, Internet, et qui fait que si nous n'en parlons pas, c'est que quelque part, eux, ils entendent déjà parler de dehors et nous avons le devoir de pouvoir rectifier ou bien de pouvoir corriger les informations erronées que les enfants ramènent à la maison. D'où la nécessité, en fait, pour les apprenants qui apprennent des informations erronées, de rapporter aux parents pour que les parents, comme vous le dites, les parents puissent rectifier et leur dire effectivement ce qu'il en est. Dans la plupart des cas, quand on discute, les enfants et les jeunes, les adolescents eux-mêmes, ils répondent spontanément, dans la plupart des cas, comme je le dis, qu'ils souhaiteraient ou bien ils seraient même plus à l'aise de pouvoir discuter avec les parents. Mais c'est qu'ils rencontrent des barrières à la maison où la communication avec leurs parents n'est pas aussi aisée. Et c'est peut-être pour cela que quand ils ont un certain nombre de préoccupations ou bien c'est des interdits tout le temps, donc quand ils rencontrent un certain nombre de préoccupations, soit ils se renferment sur eux-mêmes ou soit ils préfèrent en discuter avec d'autres amis ou bien dans d'autres cadres où ils se sentent plus à l'aise. Ok. Avant de laisser continuer notre invité, eh bien, vous comprenez, chers parents, vous qui nous suivez, vous comprenez que vous avez un grand devoir de démystifier les informations sur la santé sexuelle de reproduction et de mettre vos enfants en confiance. Dès qu'ils entendent certaines informations, qu'ils vous les rapportent et que vous puissiez échanger, organiser des causeries pédagogiques autour pour les mettre en confiance et leur dire la conduite à tenir pour qu'ils puissent jouir effectivement d'une santé sexuelle de la reproduction positive, pour qu'ils aient une compréhension positive. Parce que quand la compréhension est négative, eh bien, malheureusement, nous l'avons déjà dit, les conséquences sont dramatiques et quelquefois, c'est irréparable. Nous ne voulons pas qu'on en arrive là. N'est-ce pas, madame? Bien sûr. Alors, on a parlé donc de ce que les parents doivent faire. Il y a le deuxième milieu éducatif qui est la rue, avec des amis, d'autres relations qui ne s'y connaissent pas du tout. Et on va maintenant au niveau de l'institution scolaire. Au niveau des écoles aussi, particulièrement au niveau du Togo, il y a eu un effort de prendre en compte tous les aspects qui concernent la santé sexuelle, un certain nombre d'aspects qui concernent la santé sexuelle, la reproduction, notamment tout ce qui est des relations humaines, du développement du corps, de la fonction reproductrice. Tout cela est contenu quand même dans le programme. La lutte contre les violences, la prise en compte du genre dans les programmes et dans un certain nombre de cours et de leçons qui sont délivrées, qui sont destinées à l'endroit des apprenants. Est-ce que la même chose se fait au niveau des centres d'apprentissage? Est-ce qu'ils ont un programme, un curricula qui les informe, qui permet à leurs maîtres d'atelier de délivrer ces apprentissages, ces connaissances, ou alors ou de faire appel de toute façon à des personnes ressources pour venir les informer?
Je pense qu'il y a des dispositions qui sont prises à ce niveau aussi parce que nous, au niveau de plan international, nous arrivons à travailler avec la Chambre des métiers et donc où ces formations sur la santé sexuelle de la reproduction et la lutte contre les violences sont données pour leur donner des capacités ou bien des compétences de pouvoir créer des cadres dans les centres d'apprentissage où ils peuvent facilement discuter avec les apprenants. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile ni évident parce que comme je le disais, on vient de loin. C'est une génération d'adultes qui vient de loin. Mais je pense qu'un effort est fait. Et de plus en plus, il y a des aspects et nous avons même... il y en a même qui travaillent, qui se sont engagés sur un certain nombre de nos projets, par exemple sur l'éducation à la santé, à l'hygiène menstruelle, par exemple. Donc, il y a un certain nombre d'efforts qui est fait dans ce domaine et je pense que c'est en bonne voie. Voilà. Et nous savons que dans le cadre du projet renforcement de la société civile pour la lutte contre les violences de genre, vous avez été sollicité par l'équipe au projet pour renforcer les capacités du personnel d'encadrement, pour renforcer aussi les capacités des membres des chambres de métier. Voilà, on va suivre ce reportage et on revient sur ce plateau. La présente session de formation des inspecteurs de l'enseignement du secondaire et de l'enseignement technique s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement de la société civile pour la lutte contre les violences de genre au Togo. Nous formons une trentaine de chefs d'inspection de l'enseignement technique et du secondaire général pour que de leur retour, ils puissent donner la même formation au niveau des enseignants. Donc le présent projet couvre toute la région centrale et Est-Mono et Moyen-Mono dans la région des plateaux. Donc ils seront dotés des capacités nécessaires pour pouvoir cascader cette formation-là au niveau des enseignants. Donc nous nous disons qu'ils sont les acteurs clés parce que quand on parle des violences, la cible c'est les enfants. Et vous voyez que souvent ces enfants, ils se retrouvent plus au niveau des écoles. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit au niveau du projet que ça soit d'abord le personnel d'encadrement qui soit d'abord formé pour avoir le nécessaire et maintenant ils pourront former les enseignants qui sont toujours en contact avec ces élèves et pour qu'on puisse vraiment mener une lutte commune afin d'éradiquer cette violence. Cette fois-ci, nous allons travailler aussi au niveau des centres d'apprentissage. On ne sait pas, les enfants, eux aussi, ils sont bouleversés. Puis un bon matin, vous réveillez. Durant les 2 jours de l'atelier de formation, j'ai su beaucoup de choses qui m'ont intéressé et qui peuvent bien nous aider dans nos travail, dans nos maisons, avec nos enfants, avec nos maris, dans la localité, tout. Parce que la formation a été intéressée, ça m'a beaucoup plu. D'accord. Est-ce que tu peux me donner 2 éléments que tu as reçus de plus? Que ce soit côté violence ou bien côté santé sexuelle. J'ai eu de plus comment rester avec les apprentis dans l'atelier, ne pas faire souffrir les apprentis, ne pas faire trop de violence à les apprentis, ne pas forcer les apprentis à faire ce qu'ils ne peuvent pas. Savez bien parler avec les apprentis, devenir les amis comme des enfants. On va rester posé bien avec les apprentis. Tout ça, ça m'a plu. Au cours donc de cette formation que vous avez administrée aux inspecteurs pour qu'eux, à leur tour, puissent renforcer la capacité des enseignants et les responsables des chambres de métier, on a abordé les questions de violence, les questions d'exploitation et d'abus, les mariages d'enfants. Tout cela, c'est tout ce travail que vous êtes en train de faire au niveau du plan international Togo dans le cadre du projet renforcement de la société civile pour la lutte contre les violences de genre, afin que la prévalence chute.
Et vous avez appuyé aussi, voilà, le ministère de l'Action sociale a équipé Allo 1011. Aujourd'hui, il est possible pour les enfants et jeunes ou qui se trouvent sur le territoire de pouvoir appeler pour avoir des informations et aussi de dénoncer. On va suivre un reportage sur le dispositif Allo 1011 et voir comment ça fonctionne. Allo 1011. Sur la ligne verte Allo 1011, 2 innovations au service du respect des droits de l'enfant. Dénonciation par SMS à partir de Togocel ou Move des cas d'abus et de violence sur l'enfant. Possibilité pour les jeunes adolescents d'appeler au 1011 pour des informations et conseils sur la santé sexuelle. Les médias ont un rôle très important à jouer pour appuyer les efforts de l'État et les efforts aussi des organisations qui sont engagées sur les questions de lutte contre toutes les formes de violence en disponibilisant les informations. Alors, nous, au niveau de la TVT, nous sommes en train de jouer ainsi notre partition. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce que vous attendez des médias pris de façon globale pour que nous puissions vraiment nous impliquer et contribuer à relever le défi? Je dirais que les médias sont des canaux d'information qui sont donc très écoutés, que ce soit au niveau de la radio, au niveau de la télévision. Donc ce que nous attendons... Et même les presses en ligne aussi. Voilà. Et ce que nous attendons des médias, c'est que ils s'informent. Voilà. Ils s'informent d'abord sur tout ce qui est la santé sexuelle de la reproduction, et qu'ils puissent donner les informations fiables, les informations vraies. Et l'avantage que les médias, eux, ils ont, c'est aussi de pouvoir partir d'un certain nombre de faits, ou bien de vécus, des faits de société et de vécus pour exposer les problèmes qui sont, ou bien les thématiques qui sont en lien avec la santé sexuelle de la reproduction. Quand nous prenons la santé sexuelle de la reproduction, ça va au-delà de tout ce qui est relation sexuelle, s'il faut le dire ainsi. Donc, avant, par exemple, qu'une personne ne s'engage dans une relation sexuelle, c'est qu'elle est en mesure de pouvoir s'engager dans une relation interpersonnelle ou harmonieuse, où elles se sont respectées, où elle est respectée. Donc, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être abordées tout autour de la santé sexuelle qui ne concernent pas que les relations sexuelles. Donc, il serait utile de pouvoir s'informer, d'avoir l'information et d'avoir recours aux personnes ressources que nous sommes pour pouvoir éclairer l'opinion publique. Alors, chers collègues, je vous invite donc, vous qui suivez cette émission, il faut enregistrer le son, surtout vous qui êtes au niveau des radios communautaires, enregistrer le son et pouvoir relayer, pour permettre, relayer en commentant peut-être, mais aussi en langue, pour permettre à nos communautés de pouvoir s'informer aussi, qui n'ont pas accès à la télévision, et au moins le son leur permettra de pouvoir s'informer. Alors, madame, on a quitté le milieu de cadre familial, on est allé au niveau de l'école. Il y a aussi d'autres cadres d'apprentissage que sont les cultes, les mosquées, etc., etc. Quel est le travail qui devait logiquement aussi être fait là, à ce niveau-là pour permettre aux enfants et jeunes de pouvoir disponibiliser des informations et que ces informations leur amènent finalement à poser des actes responsables pour éviter tous les désagréments dont on a parlé, les grossesses par ici, les maladies, etc. etc. Ok, merci Marcel. Les lieux de culte, les milieux religieux sont aussi des milieux d'apprentissage pour les jeunes et les apprenants. Ils ont des opportunités et des cadres. Quand je prends certains milieux religieux, il y a des cadres et des moments qui sont spécifiques à la tranche d'âge qui est concernée, notamment les enfants et les adolescents. Ce qui serait bien, et je pense que je ne connais pas un seul milieu religieux qui ne reconnaisse pas la valeur de l'adolescent et du jeune, et qui devrait en principe s'engager à ce que ces adolescents et ces jeunes deviennent des personnes adultes, ou bien que ce soit maintenant et à l'âge adulte, des personnes qui restent en bonne santé pour pouvoir continuer par relayer la mission pour laquelle ces cadres religieux et ces missions, la mission pour laquelle ils sont là.
Donc, à différents niveaux, il convient de, comme je le disais, d'aborder un certain nombre de sujets, de thématiques qui soient ouvertes et qui amènent les adolescents, les apprenants à pouvoir ramener un certain nombre de choses, un certain nombre d'informations ou bien d'acquis à eux-mêmes, de pouvoir voir si ils se définissent un certain nombre de valeurs en tenant compte de leurs convictions et qu'ils fassent des choix qui soient en accord avec leurs valeurs religieuses. Notamment si je choisis de rester abstinent jusqu'au mariage, que ce soit un choix que je fais de moi-même, que ce soit un choix dans lequel je m'engage et que je reçoive tout le soutien qu'il faut pour pouvoir y arriver. Ouais, parlons justement de soutien. Il se trouve que quand la fille ou le garçon prend cette position positive, eh bien, il arrive de toute façon qu'il y ait, par exemple, des violences comme les mariages forcés qu'on constate dans beaucoup de communautés et dans le cadre même du projet de renforcement de la société civile pour la lutte contre les violences, il y a que beaucoup de forums sont organisés par-ci, par-là pour amener les communautés à comprendre, etc., etc., etc. Alors, comment on peut lutter véritablement contre ces mariages forcés des jeunes filles Quel est le travail que Plan International est en train de faire? Plan International travaille à plusieurs niveaux. Voilà, à travers plusieurs projets. Hein? Oui, à travers un certain nombre de projets d'ailleurs. D'abord, en travaillant avec les apprenants, les jeunes, les adolescents eux-mêmes, en renforçant leurs capacités et sur tout ce qui est de la santé sexuelle et de la reproduction, en leur donnant des capacités pour prendre des décisions, faire des choix, s'assumer eux-mêmes et également en leur donnant les moyens de pouvoir s'organiser, que ce soit en réseau, en club, pour pouvoir défendre et réclamer leurs droits. À un autre niveau, Plan va travailler également avec les acteurs communautaires parce que, comme vous venez de le dire, il y a un certain nombre de tabous qui demeurent encore au niveau de nos communautés et qui continuent de justifier pourquoi les filles sont mariées précocement. Et il faut donc s'engager avec ces communautés, ces garants des us et coutumes, pour comprendre les implications que cela a aussi bien sur la santé et le bien-être des filles et pouvoir s'engager dans un dialogue avec ces communautés pour que ces pratiques préjudiciables au bien-être des filles à travers le mariage forcé puissent être éliminées et puissent être transformées et être éliminées. C'est pour ça que nous allons, dans ce cadre, renforcer les capacités des acteurs, des leaders religieux et communautaires, des parents, pour pouvoir s'engager dans une communication avec les enfants, et des patrons et patronnes d'ateliers, des enseignants à différents niveaux. Et à un niveau plus élevé, Plan va s'engager dans des initiatives pour prendre en compte tout ce qui est le cadre de loi et qui ne protège pas ces filles contre les mariages, et pour que ce cadre puisse être amélioré et travailler également avec les différentes structures étatiques concernées pour pouvoir avoir les moyens, les capacités de répondre ou bien de réagir lorsqu'il y a un certain nombre de violences ainsi qui surgit au sein de la communauté. Nous devons nous rendre compte que tous les jeunes, même quand nous prenons le groupe des jeunes et des apprenants, ce n'est pas un groupe homogène. Chacun aura des besoins spécifiques. Quelqu'un sera peut-être à un niveau d'information en avant sur l'autre. Et donc, il faut s'adapter à tous les besoins et répondre aux besoins de chaque jeune et adolescent qui vient dans les formations sanitaires. Et contribuer également à la mise en place de services, d'un paquet d'offres de services, que ce soit dans les formations sanitaires en milieu communautaire à travers la distribution à base communautaire de contraceptifs et des cliniques mobiles qui vont vers les communautés les plus éloignées pour offrir les paquets de services liés à la santé sexuelle de la reproduction. Et également au niveau du ministère de l'Action sociale pour prendre en compte tout ce qui est violence en lien basé sur le genre,
et comment la réponse à apporter aux victimes ou aux survivants. Donc, plan international va accompagner également le ministère de l'Action sociale dans ce sens. Et je peux dire même si... Vous appuyez déjà le fonctionnement de Allo 1011 à travers le projet de renforcement de la société civile. Oui, comme vous venez de le dire, le fonctionnement de Allo 1011. Et si je peux même donner un exemple, on venait juste d'un atelier où un ensemble de ministères sous le leadership du ministère de l'Action sociale et d'autres acteurs, notamment les leaders religieux, les leaders communautaires se sont retrouvés dernièrement pour réfléchir encore à un programme pour lutter contre les grossesses précoces et les mariages d'enfants. Vous avez parlé entre-temps du dialogue familial et communautaire, vous avez suffisamment expliqué. Il faut renforcer les connaissances, les attitudes et les compétences des jeunes et soutenir le développement de la mise en œuvre de l'EVSS dans les écoles. C'est quoi l'EVSS? L'EVSS, c'est l'éducation aux valeurs et à la santé sexuelle. Donc c'est l'appellation que le Togo a retenue à travers un processus de consultation nationale qui a regroupé tous les secteurs qui interviennent dans l'éducation des jeunes. Et nos leaders communautaires, nos leaders religieux, les jeunes et les adolescents eux-mêmes, pour pouvoir prendre en compte toutes les thématiques qui sont en lien avec l'éducation sexuelle, l'éducation complète à la sexualité, comme cela s'appelle au niveau international. Donc au niveau du Togo, le Togo a fait le choix de ramener ça à l'appellation éducation aux valeurs et à la santé sexuelle, parce que au-delà de la santé, comme nous venons de le dire, il y a un certain nombre de choses, de valeurs, d'objectifs à pouvoir se fixer pour pouvoir jouir d'une bonne santé sexuelle et reproductive. Les services SDSR de qualité adaptée aux adolescents en tenant compte du genre. On veut mieux comprendre. On veut mieux comprendre. Service SDSR. Il s'agit simplement des services de santé sexuelle et reproductive, services de santé, de droit à la santé sexuelle et reproductive. Donc, parfois, c'est l'appellation anglaise. Voilà. Et tout cela va être traduit, ou bien est déjà traduit dans les programmes. Est-ce que la formation ou les informations qu'on donne aux jeunes dans les écoles à travers la pédagogie et autres là n'est pas trop théorique? Est-ce que ce n'est pas ça qui pousse les jeunes, malgré qu'ils ont toutes ces informations-là, ils vont faire autre chose après? Ça, c'est le regard de quelqu'un qui voit de loin ce qui se passe. Voilà, c'est pour ça que j'avais dit en tant qu'on avait souhaité, le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement primaire secondaire nous a affecté une personne ressource, mais c'est à la dernière minute que la personne n'était pas disponible. Mais vous portez un regard de loin, puisque vous n'êtes pas au niveau du ministère de l'Éducation. Alors, si vous avez un avis sur la question, c'est juste cet avis que vous allez émettre. Ok. Oui, je dirais qu'au niveau de, comme on l'avait dit, au niveau du ministère de l'Éducation, un effort a été fait pour prendre en compte dans le programme un certain nombre de concepts qui soient en lien avec la santé sexuelle et la reproduction. Et le ministère, avec ses partenaires, font l'effort aussi de pouvoir former les enseignants. Mais de plus en plus, la discussion qui est en train d'être menée, parce que nous participons à des cadres en tant que partenaires techniques et financiers de ce ministère, nous participons à des cadres pour que de plus en plus, nous arrivons à un idéal qui est que chaque enseignant ou bien chaque éducateur qui sort d'une école de formation ait un minimum, un bagage minimum sur tout le concept de l'éducation aux valeurs et à la santé sexuelle, toutes les compétences qui soient requises avant même qu'ils ne sortent du... Voilà, avant qu'ils ne soient déployés sur le terrain. Oui, avant qu'ils ne soient déployés sur le terrain. L'autre chose aussi, c'est de mettre en place un certain nombre d'outils qui permettent de faire le suivi pour ceux qui sont déjà formés, qui sont déjà dans les écoles, pour permettre de faire le suivi de la qualité de l'information ou bien de comment cette éducation est faite. Et il faut reconnaître qu'un des défis va être
les programmes, le contenu du programme qui est assez volumineux et qui doit être déployé. Mais je pense qu'il y a, une fois que les enseignants ils sont conscients et ils ont reçu des formations, ils savent aussi qu'il y a des outils qui seront mis en place. Je pense que de plus en plus, ils vont s'engager. Ok. Alors, la dernière question avant de vous libérer, tout en vous remerciant vraiment pour votre disponibilité. Il est question du soutien aux filles et aux jeunes femmes les plus exposées. Quelles sont les stratégies qui seront mises en place? Est-ce que c'est les renforcements? Est-ce que c'est les facilitations? Est-ce que c'est les appuis aux filles, etc. etc. C'est de tout cela que nous voulons que vous nous éclairez. C'est la dernière question avant qu'on aille à votre mot de fin. Oui, les filles les plus exposées, je dirais d'une façon générale qu'elles sont toutes vulnérables, mais à des degrés divers. À des degrés divers, parce que la pauvreté va venir être un facteur de vulnérabilité qui s'ajoute. L'impact de la Covid aussi, qui n'est pas encore parti. Parfois, le fait qu'on soit éloigné aussi de certains services, parce qu'on vit dans une zone très reculée, peut aussi devenir un facteur de vulnérabilité. Et parfois, le fait qu'on soit déjà dans une situation où on est précocement marié, où on est déjà mère adolescente, va aussi venir ajouter de la vulnérabilité à son état. Donc, ce qu'on fait, c'est d'avoir des interventions plus ciblées en fonction de la vulnérabilité de tout un chacun, d'avoir des interventions plus ciblées en renforçant l'estime de soi et la confiance en soi de ces groupes de filles, pour leur dire que, en fait, la situation dans laquelle elles sont aujourd'hui, c'est une situation, c'est pas la finalité, c'est pas leur... et qu'elles peuvent envisager, voir plus loin, aller plus loin. Tout à fait. Donc, il faut renforcer leurs capacités dans ce sens, les amener à prendre, à se renforcer dans le développement personnel, à prendre des initiatives, à mettre en place des initiatives qui les rendent aussi plus autonomes. Donc, pour Plan, nous allons intervenir, par exemple, avec des projets d'autonomisation, en termes d'autonomisation économique, renforcement en AGR et tout, et également leur donner la capacité de pouvoir accéder facilement à des services pour dénoncer par exemple les violences ou avoir accès aux services aux besoins. Donc. Alors, nous sommes arrivés à la fin donc de cette émission qui a porté sur la SSR, la santé sexuelle de reproduction, ce que les jeunes doivent comprendre. Et, Madame, votre dernier mot. Avant d'aller à mon mot de fin, nous avions parlé des canaux de communication et je voulais revenir davantage sur tout ce qui est influence des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux parce que c'est des réseaux sur lesquels, c'est des canaux de communication sur lesquels sont portés beaucoup de jeunes et beaucoup d'adolescents et sur lesquels ils sont exposés. Sur lesquels, qui sont, c'est vrai, des canaux de communication, mais il faut être en mesure d'avoir un regard critique pour savoir quelles sont les bonnes informations et quelles sont les mauvaises informations. Donc, ils ont besoin d'être renforcés sur tous les avantages et les inconvénients. Des fake news. Et les inconvénients de l'utilisation de ces réseaux sociaux pour pouvoir déceler et savoir quels sont les messages qu'ils reçoivent, lesquels peuvent être utiles pour eux, et lesquels il faut rejeter tout de suite. Et pour que, aussi bien pour leur développement émotionnel et harmonieux. Donc je voulais insister dessus. Voilà. Mon mot de fin, c'est d'abord à l'endroit des jeunes apprenants et des apprentis et des jeunes apprenants pour dire que il faut d'abord s'accorder de la valeur. Il faut savoir qu'on est des personnes et on a de la valeur. Et quand on reconnaît sa valeur, on ne peut pas se permettre de rentrer ou bien de s'engager dans quelque chose qui va nuire ou bien qui va déprécier notre valeur, qui va ramener notre valeur à un niveau plus bas. Donc je voulais leur dire qu'ils sont si précieux, ils ont de la valeur et qu'ils ont le devoir aussi de pouvoir se protéger
de pouvoir protéger leurs amis et de prendre des décisions, de faire des choix assez responsables qui n'auront pas des conséquences négatives sur leur propre vie, sur leurs projets, les projets qu'ils se font, aussi bien les projets qu'ils ont actuellement et les projets qu'ils ont pour leur avenir. Et également ne pas s'engager ou faire des choix qui vont avoir des conséquences sur leur famille et si on peut le dire, sur toute la société d'une façon générale. Donc j'encouragerais aussi, comme on venait de le dire, les adultes, les parents à pouvoir s'engager davantage dans la communication et dans l'apport de l'information en lien avec la santé sexuelle. Et quand nous parlons de la santé sexuelle, on est en même d'apporter comment est-ce qu'on apprend à notre jeune, à notre enfant, comment il faut gérer une relation. Comment est-ce qu'il faut être dans une relation, savoir qu'on est écouté, savoir qu'on n'est pas dans une relation où on subit les décisions de l'autre, qu'on a notre mot à dire, on a aussi notre opinion à faire passer. Comment est-ce qu'on apprend déjà dès la maison que quand quelqu'un a un avis contraire à l'autre, on doit respecter et prendre en compte aussi son point de vue, que ce n'est pas pour autant que la personne est contre nous, mais on doit pouvoir discuter ensemble et prendre des décisions pour l'ensemble de la famille. Donc les parents, les éducateurs, les enseignants, les responsables religieux que nous sommes, nous avons tous un rôle à jouer pour une bonne santé sexuelle et reproductive de nos jeunes, à l'endroit de nous tous qui sommes acteurs de développement, notamment les partenaires techniques et financiers. Je dirais, on le fait déjà et on va redoubler d'efforts pour s'engager davantage à se mobiliser dans des interventions qui vont contribuer à la santé sexuelle de la reproduction des adolescents, parce que l'investissement qu'on fait aujourd'hui va avoir les retombées sur les générations futures. Alors, nous remercions Dr Kellem, vous êtes conseillère en santé sexuelle de reproduction à Plan International Togo. Merci vraiment pour votre disponibilité, fidèles téléspectateurs. Le débat thématique prend ainsi fin avec notre invité.